Bonjour à tous. Bon, nous sommes le 20 juillet, toujours le même temps aussi agréable, toujours avec mon hâte qui est parti nous acheter à Montfarville une petite bouffe. On va se manger un couscous maison à midi. Voilà. En attendant qu'il revienne, je vais reprendre mon propos concernant l'ami Newton. J'ai fait une première partie, je vais faire une deuxième, puisque j'avais plus de place, enfin des histoires de mémoire, des trucs que je ne comprends rien. Très bien, ça n'a pas d'importance, je vais faire la partie 2 d'Isaac Newton. Donc j'en étais à dire qu'il avait un caractère de cochon, qu'il ne s'entendait, il n'aimait pas qu'on critique ses études. Donc pour ce faire, pour avoir la paix, au lieu de publier ses études, il n'était pas très, très prolixe. Toujours est-il qu'un jour, il y a un certain Edmond Halley. Vous connaissez Halley, vous avez déjà entendu parler dans les années 1780. En 1784, plutôt, Edmond Halley prend sa valise et vient rendre visite à Newton à Cambridge. Alors Halley, il est dans ses planètes, ses calculs. Et Halley s'adresse à l'ami Isaac Newton. Bonjour, cher confrère. À votre avis, quelle trajectoire suivrait une planète si la force qui l'attire vers le Soleil diminuait le carré de la distance? Quel genre de question! Et l'autre se demande pas et lui répond presque immédiatement: mais mon cher ami, c'est évident, c'est une ellipse. Ah bon? Voilà, le Halley, il reste sur les fesses, il est stupéfait. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je lui pose un truc que je suis en train de réfléchir depuis des lustres et j'ai bien du mal à trouver une solution, et lui, il me dit c'est une ellipse. Alors bon. Alors Kepler, lui avait déjà, les lois de Kepler avaient déjà montré que les planètes suivaient des ellipses. Je vous rappelle pourquoi une ellipse, parce que donc on est parti, d'après Ptolémée, c'est la Terre qui est le centre. Après, ça a changé, c'est le Soleil qui est devenu le centre de l'univers. C'est les planètes tournent et dont la Terre tourne autour du Soleil, suivant une ellipse. C'est pour ça qu'il y a des périodes où il fait chaud, c'est l'été, on est près du Soleil. Quand on est plus loin, il fait froid, c'est hiver. Donc la trajectoire n'est pas un cercle mais une ellipse. Et puis en plus, la Terre, elle n'a rien trouvé de mieux que de tourner sur elle-même en 24 heures, tant et si bien que quand on voit apparaître le Soleil, c'est le matin, et puis quand il se couche le soir, ça, et puis une période où on ne la voit plus, c'est la nuit. Voilà. Donc tout ça est compréhensible, c'est d'une clarté limpide comme explication. Alors Halley, il dit à Newton, il dit donc vous pourriez peut-être prendre votre crayon et puis mettre ça noir sur blanc, à nous expliquer pourquoi c'est une ellipse. Alors, et la visite de Halley auprès de Newton aura été un stimuli pour Newton, qui va se mettre à rédiger, à mettre noir sur blanc ses découvertes. Donc à partir en 1687, Newton donc édite ce qu'on appellera un terme que je ne connaissais pas,
enfin bon, mais noir sur blanc, quelque chose on appellera le principiat. Alors, j'avais entendu parler de ce mot. Donc on considère à l'heure actuelle que ce livre est certainement un des livres scientifiques les plus importants qui aient été jamais publiés. Alors, Newton trouve rien de mieux, c'est d'y écrire et d'y présenter ces trois lois du mouvement universel. Alors, la première affirme en substance qu'un corps conserve son état de repos d'une manière uniforme. Le deuxième établit la relation fondamentale entre la force, la masse et l'accélération dans la forme moderne mathématique est connue de tout le monde, F égale mg. Alors, la force exercée par un corps d'une masse A est égale à sa masse multipliée par AG, qui est la gravité. Autrement dit, c'est son poids. Le poids d'un corps est égal à sa masse multipliée par la force de la gravité à un endroit donné. Et puis ensuite, il y a la troisième loi qui affirme, Newton affirme du moins, que lorsqu'on exerce une force sur un autre objet, celui-ci exerce en retour une force opposée. Action égale réaction. Là, toujours est connu le fameux principe, l'action égale la réaction. C'est-à-dire quand la pomme est sur la terre, il y a l'action du poids de la pomme qui est égale à sa masse multipliée par la gravité à cet endroit, et en contrepartie, comme elle trouve en équilibre, la Terre exerce une force qui est égale à moins Fmg, c'est-à-dire l'inverse de la force exercée par l'objet, et donc à ce moment-là, la vitesse est nulle. Ils sont en équilibre. Alors, autrement dit, quand on exerce une force dans une direction, la réaction est dans l'autre sens. Exemple, je nage, donc je pousse de l'eau derrière moi, et bien chose extraordinaire, je pousse de l'eau derrière moi, mais j'avance vers l'avant. Donc je pousse de l'eau avec mes bras, mes jambes, et j'avance vers l'avant. Quand je mets une fusée sur le pas de tir, que j'allume la fusée, alors il y a le gaz qui fait une gerbe énorme vers la Terre, et ma fusée, elle s'élève. Donc l'action égale la réaction. Je pousse le derrière de la fusée et son nez avance vers l'avant. L'action égale la réaction. Ouais, ça paraît simple. D'ailleurs, qu'on n'a aucun élément et qu'on repart de rien, expliquez-moi en 2 mots pourquoi un corps est en équilibre. Et là, arriver à dire il est en équilibre parce que la force qu'il exerce avec son poids a une réaction du support qui est égale à moins cette force-là. C'est l'action égale la réaction. Bon, très bien. Oui, c'est simple, oui. Faut y penser. Mais la loi la plus célèbre de Newton est la loi de la gravitation universelle. Le père Newton, il trouve rien de mieux que d'affirmer que les corps possédant une masse, donc 2 corps qu'on met en présence, s'attirent. La pomme attire la Terre attire la pomme, la Terre attire la Lune, le Soleil attire la Terre. Bon, alors tout le monde s'attire les uns vers les autres.
Et cette attraction, cette force d'attraction entre les corps est fonction de la masse des corps et de la distance qui les sépare. Alors là, j'avoue que ça, arrivé à ça, plus les masses sont importantes, plus c'est gros, plus l'attraction est forte. Mais lorsque la distance augmente, l'attraction diminue. Et on en arrive à cette fameuse formule, la force d'attraction entre deux corps est égale à F, une force, égale la masse M multipliée par M' divisé par le carré, par D2, le carré de la distance. Si on double la distance entre deux corps, la force devient 4 fois plus faible. F égale M' sur D2. Alors, ainsi Newton arrive à réunir dans une même formule les phénomènes qui semblaient auparavant totalement différents à travers l'univers entre la Terre et l'espace. Et ces formules, ce système d'équilibre, s'applique à l'ensemble de l'univers. La chute d'une pomme, l'orbite de la Lune, les mouvements des planètes deviennent la conséquence de la même loi universelle, F égale M' sur D. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, donc avec Newton, l'univers devient une seule et même mécanique qui est en équilibre. Si on connaît les forces qui agissent sur un corps, sa position et sa vitesse, on peut calculer son mouvement futur. Ça, c'est extraordinaire. C'est fascinant, je n'y comprends rien, mais quand je vois les prévisions, on peut prévoir ce qui va se passer dans un siècle au-dessus du ciel de la mare où je suis. Qu'est-ce qu'il y aura comme planète, quelle sera la trajectoire, où sera la Lune, le Soleil. Mais autrement dit, on peut à titre prévisionnel, compte tenu, si on connaît la vitesse, la masse des objets, on sait quelle va être leur trajectoire. Alors à ce moment-là, l'astronomie devient fabuleuse, donc on peut faire des cartes de prévision, on peut prévoir les trajectoires des comètes, on peut calculer le mouvement des planètes. À ce moment-là, comment on comprend mieux les marées du fait de l'attraction entre la Lune et la Terre. Enfin bon, toute cette physique newtonienne, enfin bon, ce mouvement de tout corps, de toute planète, ainsi de suite, dans l'univers de Newton, domine la science pendant des siècles. Alors Newton, qui était donc professeur depuis l'âge de 23 ans à Cambridge, il s'intéresse aussi, Newton en dehors des sciences, il s'intéresse à la politique et aux affaires publiques. Alors, il quitte en 1696, il quitte l'université de Cambridge et il devient un des gardiens de la monnaie royale britannique et responsable des finances publiques. Alors, on s'est dit, c'est un titre compte tenu du personnage, c'est une fonction honorifique qu'on lui a attribuée, mais pas du tout. Newton se plonge vraiment dans la politique.
dans le problème, car l'Angleterre connaît des problèmes de fausse monnaie. Et donc, Newton, il se dit comment je vais pouvoir lutter contre les faussaires. Alors, il exerce une pression. Il interroge les témoins, il recueille des preuves. Alors, il se révèle un administrateur extrêmement énergique et rigoureux vis-à-vis des finances du royaume. Et il joue un rôle extrêmement important dans une réforme monétaire anglaise du XVIIe siècle. En 1703, il devient le président de la Royal Society, qui est une institution scientifique britannique. Et il conservera ses fonctions jusqu'à sa mort. Alors, c'est un savant universellement reconnu. Son prestige est énorme. En 1705, la reine l'anoblit. Il devient Sir Isaac Newton. Il est le savant le plus reconnu, le plus grand savant d'Europe et du monde. Mais il conservera toujours derrière ce personnage scientifique extraordinaire un caractère non apprécié, qui supporte si mal la contradiction, comme je l'ai dit. Car il se querelle avec Leibniz, avec Hooke, à propos des calculs infinitésimaux. Avec Leibniz, bien sévère, ça devient presque violent, qui les oppose pendant des années à l'ensemble des chercheurs, des scientifiques. Il existe aussi un Isaac Newton qui n'est pas tellement connu du grand public. Pendant une grande partie de sa vie, il consacre cette recherche à l'alchimie. Il étudie des métaux, réalise des expériences, la recherche à comprendre comment se profile la transformation de la matière. Alors, à notre époque, l'alchimie peut sembler loin de la science, mais au XVIIe siècle, la frontière entre chimie, philosophie naturelle et alchimie est floue. Newton écrit des centaines de milliers de pages sur ce sujet, mais jamais sans les publier. Il s'intéresse notamment à la structure intime de la matière et aux forces susceptibles d'agir entre elles et sur les particules. Une partie de son temps, il le consacre également à travailler, à étudier les religions. Il lit la Bible avec une énorme attention, et l'histoire, le christianisme. Ses convictions religieuses sont très personnelles et parfois éloignées des doctrines officielles de l'Église anglicane. Il s'intéresse aux prophéties bibliques et tente même d'établir des chronologies de l'histoire ancienne. C'est un aspect important du personnage d'Isaac Newton.
Pour Newton, étudier la nature et étudier Dieu ne sont pas deux activités opposées. Il pense que l'ordre mathématique et l'univers témoignent d'une intelligence créative qui le constitue, qui émane de Dieu. Donc il passe ses dernières années à Londres, il est riche, célèbre, il est respecté, mais avec l'âge, sa santé décline et il meurt en mars 1727 à l'âge de 84 ans. Il est enterré à l'abbaye de Westminster auprès des grandes personnalités britanniques. Donc voilà la longue vie de ce savant multifacette. Et son influence est toujours immense. Pendant plus de 200 ans, ces lois constituent la base de la physique, les lois de la gravitation. Et elles permettent de comprendre le mouvement des boulets de canon, des pendules, des planètes. Aujourd'hui, les ingénieurs, les scientifiques utilisent toujours les lois de Newton pour calculer les trajectoires d'une voiture, pour étudier la forme d'un pont, le vol d'un avion, envoyer un satellite autour de la Terre. Les lois de Newton s'appliquent toujours, c'est assez différent. Et au début du XXe siècle, Albert Einstein montre cependant que la théorie de Newton n'est pas absolument universelle. Donc là, c'est trop fort pour moi, je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne sais, c'est trop rien. Alors, parce qu'il dit, lorsque les vitesses deviennent proches de celles de la lumière, ou lorsque les champs gravitationnels sont extrêmement intenses, il faut utiliser la relativité. Donc ça, il y a une limite à tout, il arrive un moment, les lois sont relatives. Einstein est sur la même voie, donc propose une nouvelle interprétation de la gravitation. Ce n'est plus simplement une force agissant à distance, mais une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Je ne comprends pas très, je ne sais pas ce que c'est. Cependant, cette théorie ne dit pas que Newton avait tort. Simplement qu'elle était limitée en fonction de certains paramètres de vitesse de gravitation. Dans ces conditions, dans les conditions, je dirais, normales, les lois de Newton s'appliquent toujours, il faut se trouver dans certaines circonstances pour qu'il faille les adapter. Et d'ailleurs, Einstein considérait Newton comme un des géants de l'histoire de la pensée. Alors, Newton, d'ailleurs, Isaac Newton, était très reconnaissait beaucoup des savants qui l'avaient précédé, des Copernic, Kepler, Galilée, Descartes et d'autres, et que les travaux qu'il avait faits n'auraient pas été réalisables sans le rapport. Mais il a eu le savoir de développer toutes ces théories et de mettre sur pied des systèmes mathématiques modernes. Et donc, si Kepler avait écrit les mouvements des planètes, Galilée
les mouvements terrestres, Newton a montré que les deux l'ensemble, aussi bien dans les planètes qu'au niveau de la Terre, ça appartenait, c'était les mêmes lois qui régissaient l'équilibre et les mouvements des planètes. Donc avant lui, donc on disait le ciel et la terre semblaient appartenir à deux mondes différents. Après Newton, une pomme qui tombe dans un jardin et la lune qui traverse le ciel deviennent deux manifestations suivant la même loi. Donc voilà l'histoire d'un jeune garçon assez associable qui a développé un nouvel outil mathématique, qui a décomposé la lumière, qui a construit les nouveaux télescopes toujours en application à ce jour. Il a formulé les lois universelles du mouvement et a établi la fameuse théorie de gravitation, capable d'expliquer aussi bien la chute des objets sur Terre que le mouvement de la Lune et des planètes. F égale m' sur D2. Et Newton avait également était également donc un mathématicien, un physicien, un astronome, un administrateur de la monnaie royale, un théologien alchimiste. Alors, donc un homme génial, mais associable, solitaire, extrêmement travailleur, mais souvent querelleur. Alors, il consacrera sa vie à chercher les principes cachés derrière les phénomènes. Son œuvre marque une étape essentielle dans l'histoire humaine. C'est-à-dire le moment où l'on comprend que l'univers peut être décrit par des lois mathématiques et universelles. Alors, après 3 siècles depuis sa mort, à chaque fois que nous calculons une force, une accélération, une orbite, nous continuons à utiliser les formules que nous a enseignées Isaac Newton. Voilà l'histoire de cet immense savant que je suis intéressé parce que ces fameuses formules, bien étant petit étudiant scientifique, ingénieur, ainsi de suite, et bien à tout moment, dans nos cours, on utilisait les lois de Newton. Donc, ils sont toujours d'actualité à ce jour. Voilà. Merci, Monsieur Newton. Intéressez-vous à son œuvre, c'est quelque chose de passionnant. Voilà, merci à vous.